consultant en développement professionnel. Et donc, au sein de l'APEC, j'accompagne les cadres sur des problématiques de mobilité interne, mobilité externe, de formation ou même de début d'idées sur l'entrepreneuriat. Et ça fait maintenant 1 an que je suis bénévole au sein de Second Souffle pour accompagner justement les chefs d'entreprise qui sont dans une situation de rebond pour essayer de définir avec eux un nouveau projet professionnel et de se repositionner sur le marché du travail, principalement. Donc, avec moi, Olivier, qui va se présenter rapidement. Vous m'entendez? Ouais. Bonjour, Olivier Transo. Je suis campus manager de la Wild Code School, une école de développeurs web ici à Lille. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Après un échec d'entreprise, tout simplement. En tant que chef d'entreprise. Oui. Alors, donc l'intitulé, c'est de l'entrepreneuriat au salariat. Il n'y a qu'un pas ou pas. Alors, le ou pas, c'était juste un petit clin d'œil, mais effectivement, on peut se dire que pour passer d'entrepreneur à salarié, il va falloir reconsidérer quelques postures, redéfinir peut-être son positionnement, parce qu'on va partir d'une posture d'entrepreneur à une posture de salarié qui n'est pas forcément aisée. Et donc, c'est ce que je vais essayer de rapidement vous montrer aujourd'hui. Alors, il y a 4 étapes que j'essaie de synthétiser. Donc, la résilience, la mobilisation, l'action et ensuite la continuité. Première étape, la résilience. Prendre conscience que une page va se tourner. Et surtout, ne pas considérer que c'est la fin de quelque chose et ne pas prendre justement cet arrêt d'activité, alors comme un échec. Tu as parlé d'échec, mais moi j'ai envie de dire que voilà, c'est la fin d'un projet. Parce qu'en fait, la résilience, c'est d'abord d'accepter le changement. Alors, accepter le changement, donc dans la courbe du changement, vous avez toutes ces étapes par lesquelles la majorité des personnes vont passer, qui va être le dédit dans un premier temps, ensuite la colère, ensuite la négociation, on va dire non, je vais peut-être retenter quelque chose, jusqu'à atteindre, on va dire, le minimum où on est vraiment au fond du trou. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir se remobiliser, qu'il va falloir accepter pour ensuite passer à autre chose. Donc, accepter le changement et surtout changer de posture. On est chef d'entreprise, on est dirigeant, on a un spectre de responsabilité assez large. Généralement, voilà, on va faire du commercial, on va faire le marketing, on va faire aussi un peu de gestion. Voilà, on a pratiquement tous les rôles quand on est chef d'entreprise. Et se repositionner sur le marché en tant que salarié nécessite de rebasculer dans une posture où on va devenir expert de quelque chose. Pourquoi ? Parce que le marché va rechercher des experts, va rechercher une compétence. Vous avez été chef d'entreprise et que vous avez principalement développé l'entreprise, peut-être que la dominante commerciale va être cette expertise que vous allez devoir mettre en avant pour vous repositionner sur le marché du travail. Et donc redevenir un expert dans le développement commercial. Si c'était plutôt du management, pareil, se repositionner en tant que leader, en tant que manager, en tant que personne qui va être capable de créer de la cohésion, d'emmener toute une équipe avec lui. Donc ce changement de posture est très important dans cette phase de résilience, parce qu'elle va vous permettre de créer une sorte de continuité. Vous voyez, on passe d'entrepreneur, hop, on arrête ce projet d'entrepreneuriat et on va devenir expert et on va essayer de tirer le maximum de leçons de cette expérience-là. Ce qui nous amène à la deuxième étape qui est importante, la mobilisation. Ok, on a accepté, on est prêt,
Et la mobilisation passe par d'abord un accompagnement. Se faire accompagner est très important parce que, avec l'expérience et le nombre de, 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 de dirigeants et plutôt de créateurs d'entreprises que j'ai accompagnés, il y a vraiment cette solitude de l'entrepreneur quand on se retrouve à devoir mettre fin à cette entreprise. Et puis il y a forcément ce sentiment d'échec qui est naturel et qu'il va falloir travailler dessus pour essayer de le convertir plutôt en expérience. Donc se faire accompagner, c'est avoir un miroir, c'est avoir du soutien et c'est avoir en face de soi aussi une personne qui va vous renvoyer tous ces éléments positifs qui, pour lesquels vous n'avez peut-être pas conscience parce que vous êtes dans cette dynamique voilà, c'est assez trouble, il va falloir changer, il va falloir se réadapter et donc avoir des gens autour de vous bienveillants qui vous accompagnent. C'est une étape pour moi essentielle dans cette phase de mobilisation. Une fois qu'on s'est mobilisé, voilà, on est accompagné, alors ça peut être par l'APEC, ça peut être par Second Souffle ou d'autres organismes, Dispocadre, etc. Il va falloir commencer à réfléchir à son projet professionnel. Tout comme vous avez défini votre projet entrepreneurial, le projet professionnel est important. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir besoin de vous? Parce que vous avez une valeur. Et que cette expérience entrepreneuriale, vous avez appris des choses, vous avez acquis des choses. Il va falloir faire le tri, c'est compliqué. Et surtout dans cette définition du projet professionnel, il va falloir faire le tri entre vos compétences, entre les précédents interlocuteurs ont évoqué les soft skills. Bien évidemment, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui fait ma force? Déterminer sa personnalité, essayer d'identifier vos points forts. Donc en gros, c'est faire le point entre ce que je suis, ce que j'ai fait et ce que je sais. Voilà comment on peut synthétiser le projet professionnel. Projet professionnel défini, donc là on commence à être prêt. Il va falloir tout de suite mettre en place une stratégie d'action. La stratégie de repositionnement professionnel pour devenir voilà, futur salarié, donc on va se mettre en recherche d'emploi. Là aussi, il va falloir utiliser plusieurs leviers. Candidater sur les offres, faire de l'approche directe et des candidatures spontanées, utiliser le réseau, contacter des cabinets. Donc, vous voyez, il y a quand même une gymnastique que vous avez peut-être perdue qu'il va falloir remettre en place. Et cette action, pour moi, elle passe par deux points importants. Le marketing de soi, comment je vais valoriser ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mes compétences, mes soft skills et le réseau. Se marketer repose sur deux éléments, la sémantique et la rhétorique. Pourquoi? La sémantique, c'est le sens que vous allez donner à votre parcours. Ce sont les mots que vous allez choisir pour définir et exprimer vos compétences. C'est très important parce que c'est ce qui va être à la base de votre singularité. C'est comme ça qu'on va se différencier. Et la rhétorique, c'est, j'allais dire, la verbalisation de la sémantique, c'est comment je vais m'exprimer. Quand je vais être en entretien, quand je vais être en afterwork, quand je vais faire du réseautage. C'est l'art de se valoriser. Certains vont dire se vendre, mais je n'aime pas trop, je préfère l'art de se valoriser. Le marketing de soi, généralement, c'est le pitch. Le pitch, c'est ce qui va vous définir, c'est le résumé de
ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Le pitch, 4 points qui définissent un pitch. La cohérence, la clarté, la crédibilité et concision. Cohérence, il va falloir rédiger un speech de moins d'une minute quand on est dans des salons, quand on va rencontrer quelqu'un comme ça à l'improviste, qu'on appelle aussi l'elevator pitch, le pitch d'ascenseur. Et ensuite le pitch quand on est à l'entretien, qui va durer un peu plus longtemps, 3 à 5 minutes. Donc de la cohérence, il va falloir le rédiger ce pitch. Le rédiger pour bien le mémoriser, parce qu'en fait, il va falloir raconter une histoire. Quand vous êtes face au recruteur ou quand vous êtes face à un interlocuteur, voilà, ça peut déboucher peut-être sur une opportunité. Donc cohérence, clarté, donc il va falloir choisir ses mots. Concision, bien évidemment, c'est un pitch, il va falloir être synthétique. Enlever le superflu, garder l'essentiel. Et ensuite, de la crédibilité, c'est les faits. Il faut donner des chiffres, il faut aussi maîtriser l'anecdote. Parce que l'anecdote, elle permet de contextualiser et elle légitime aussi vos propos. Donc dans le marketing de soi, le pitch, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Le marketing de soi commence, sur LinkedIn et se termine en after work. Vous voyez, il faut vraiment avoir cette continuité, cette cohérence. Pareil, avoir un profil sur LinkedIn est important et crucial aujourd'hui. Enfin, c'est déterminant si vous voulez développer votre réseau. Et avoir un profil qui va être complet sur LinkedIn, avec une photo, avec un titre. Essayez sur LinkedIn, dans les intitulés, de mettre 3-4 intitulés, voilà, avec des slash. Voilà, sur mon LinkedIn, vous allez consultant APEC, slash enseignant à l'EDEC, slash fondateur d'un label musical. Oui, parce que on est aussi à l'ère du slashing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, les slasheurs. Aujourd'hui, la tendance qui montre que l'emploi aussi a évolué, c'est-à-dire que jusque dans les années 50, on avait un boulot toute notre vie. À partir des années 70-80, plusieurs boulots durant toute une carrière. Et aujourd'hui, depuis une dizaine, quinzaine d'années, les gens ont plusieurs activités en parallèle parce qu'ils peuvent exprimer tout leur talent. Non pas dans un job, mais peut-être dans plusieurs. Et puis, l'emploi n'est qu'une forme de travail. Vous avez le travail et vous avez l'emploi. Le bénévolat, c'est une forme de travail aussi. Et vous pouvez faire pas mal de choses. L'enseignement, c'est un travail aussi, et ça permet de pouvoir légitimer aussi le fait d'enseigner, le fait d'intervenir dans des associations. C'est aussi pour vous un moyen de vous ouvrir et de peut-être vous stimuler. Et aujourd'hui, la société est de plus en plus ouverte pour ce type de profil. L'importance du réseau. Alors, généralement, quand j'accompagne les cas, je leur montre une petite courbe rapide pour leur faire comprendre que le temps du réseau et le temps d'une recherche d'emploi sont différents. Si vous prenez un graphique avec dans les apps en ordonnée, vous allez avoir l'importance et ici le temps. Quand vous êtes en recherche d'emploi, plus le temps passe et moins vous êtes, attractif. On est d'accord. Le réseau, c'est l'inverse. Plus le temps passe et plus votre réseau augmente. Donc vous voyez ces deux courbes en fait qui se croisent. Donc le réseau, c'est un travail quotidien de longue haleine. Quand les cadres arrivent à l'APEC et ils viennent de signer une rupture conventionnelle ou ils me disent là je suis prêt, je vais commencer à travailler sur mon réseau. Je leur dis non, en fait, un peu trop tard. Il n'est pas vraiment trop tard, mais le réseau, il fallait le commencer il y a 6 mois en fait, parce que vous êtes tributaire en fait des autres. Donc en fait, il faut avoir ce réflexe de toujours alimenter, se constituer son réseau.
Et le réseau aujourd'hui, c'est 30%, 30 à 40% en fait, des candidatures et des opportunités chez les cadres. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux vous permettent aussi de développer justement ce réseau et d'être en contact avec des personnes qu'on n'aurait pas eu la possibilité d'avoir accès dans les années 2000. C'était impossible. Là, aujourd'hui, c'est transparent. Et enfin, dernière étape, c'est la continuité. Vous venez de concrétiser, vous avez signé voilà, votre CDI, il faut préparer aussi son intégration. Ça aussi, ça s'accompagne. Il faut l'anticiper, son intégration. Faciliter son intégration. Donc, il faut y réfléchir. Et la continuité, c'est d'être un peu itératif, c'est-à-dire de rester dans cette dynamique en élargissant vos horizons, essayer de vous intéresser, de rentrer dans de nouveaux cercles, nouveaux réseaux, et enfin, renvoyer l'ascenseur. Parce que c'est important aussi d'être capable de tendre la main, de donner ce coup de pouce à votre tour. Et c'est comme ça, en fait, que se propage et se continue ce goût de karma, vous voyez. Vous êtes fait aider, vous avez sollicité des personnes, elles ont donné du temps. À votre tour, essayez de donner du temps, d'intervenir. Et déjà, pour être, j'allais dire, pour boucler cette boucle, et aussi pour vous permettre, je pense, d'être aligné avec vos valeurs et avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc là, je vais passer la parole à Olivier, justement, qui a un peu vécu ces étapes, n'est-ce pas Olivier? Et donc aujourd'hui, Olivier, il est campus manager chez Wild Code School et il va nous raconter son parcours. Merci Salim, tu as bien prononcé Wild Code School. Et tu as bien prononcé Transo aussi, parce que ça a beau être un nom de la région, les gens ne savent pas le prononcer. Est-ce que tu peux revenir sur les... Oui. Alors, on a échangé au téléphone 3 minutes avant la réunion. Mais on se connaît assez, donc on sait comment ça marche. C'est pour une fois, dans ma vie, je me rends compte que j'ai été un bon élève. J'ai toujours été un mauvais élève. Si mes parents ne m'avaient pas tiré par le col pour aller jusqu'au bac, j'aurais jamais eu mon bac. Parce que le système scolaire n'était pas forcément fait pour moi, ou en tout cas, je n'y adhérais pas forcément. Et je m'aperçois que j'ai suivi toutes les étapes quasiment à la lettre. Alors, en fait, moi, j'ai 50 ans. Je suis titulaire d'un DUT technique de commercialisation que j'ai fait à Roubaix. Et à l'issue de ce DUT, on avait encore l'armée à faire. À ce moment-là, j'ai fait l'armée. Et ensuite, j'ai démarré une courte expérience dans le travail temporaire pour être débauché et donc embauché dans une entreprise de nettoyage de locaux qui s'appelle Cleanitex Propreté, dans laquelle j'ai passé 20 années. En tant que cadre dirigeant, j'étais le bras droit du patron pour un certain nombre de sujets comme la qualité, la communication, la direction des ventes, etc. Puis au bout de 20 ans, j'ai voulu sortir de ma zone de confort. J'étais dans un confort, on va dire, matériel plutôt intéressant, avec la pression du boulot, évidemment, comme on peut l'avoir. Mais j'ai voulu sortir de cette zone de confort, je me suis mis en danger. Et avec un associé, on a créé une start-up dans un domaine que nous ne connaissions absolument pas, le textile, en espérant vendre beaucoup sur un site e-commerce. Nous n'avions jamais travaillé dans le e-commerce. Donc c'était le double effet qui se coule. On s'est mis en grand danger. Mais on s'est éclaté pendant 5 ans. On a créé, pour tout vous dire, un vêtement technique qui permettait, et qui permet encore, d'améliorer la résistance aux mal de mer et des transports. Donc on a été incubé avec un incubateur qui s'appelle Inotex à Tourcoing. Et puis on a créé cette boîte, on a commencé à vendre sur un site e-commerce, donc on a créé un site e-commerce. On a vendu sur des salons, on a dépensé énormément d'énergie, mais c'est une activité dans laquelle il faut beaucoup d'argent, puisque vous avez des tailles qui ne se vendent pas. C'est de la trésor qui est dehors.
et vous avez des tailles qui se vendent, et il faut à chaque fois remettre la main à la poche pour fabriquer, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de sujets qu'on avait mal appréhendés, et résultat des courses, la dernière année, on ne pouvait plus se payer, et il fallait quand même bien faire croûter la famille et payer le remboursement de la maison. Il a fallu, à un moment donné, se décider à arrêter. Mais quand on est deux, on n'est pas toujours d'accord sur le timing. On n'a pas toujours les mêmes envies non plus. On a fini par arrêter en septembre, on s'est mis en liquidation simplifiée. En septembre 2016, c'était compliqué à faire. Non pas en termes de démarche, parce qu'il suffit de passer devant le tribunal de commerce, mais intellectuellement de se dire je me suis planté. Et c'est là que tout commence finalement. Et quand tu disais tout à l'heure, alors j'ai pris des notes, hein, mais moi je note sur mon téléphone, parce que si je travaille avec des développeurs et qu'ils me voient noter sur du papier, ils vont me prendre pour un vieux schnock. Tu parlais, je sentais un peu ta gêne quand j'ai sorti le mot échec, tu parlais de rebond. Ouais, il ne faut pas parler d'échec, enfin je sais pas, mais l'échec c'est pas la mort, hein. On a tous des échecs à pas mal de niveaux dans notre vie. Voilà, ok, échec. Mais le tout c'est de savoir l'accepter et de savoir l'utiliser en fait. J'ai eu la chance à ce moment-là, je vais me balader au Furet du Nord. Alors j'étais en plein questionnement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je retourne au salariat? Est-ce que je recrée mais j'ai plus d'argent? Est-ce que je m'associe avec quelqu'un qui a de l'argent? Est-ce que je m'installe consultant, etc., etc. Et puis je me balade au Furet du Nord à V2. Et puis je tombe sur un livre. Il y avait un livre en tête de rayon, écrit en rouge sur une couverture jaune canari. Je ne pouvais pas le louper. Et ce livre s'intitulait Les vertus de l'échec, de Charles Pépin, je crois. Je sais pas si tu l'as lu. Les premières pages m'ont scotché. Les premières pages, et notamment dans la première partie, il évoque quelque chose qui m'aura marqué à vie. Il parle du trophée des champions de tennis qui se déroule à Tarbes, je crois. Il y a un certain nombre d'années de ça. Et il y a un petit Français qui est en finale du trophée des champions face à un petit Espagnol. Et le petit Espagnol se prend la raclée monumentale de sa vie. Donc c'est le petit Français qui est champion et qui remporte le trophée des champions. Cocorico, olé, youpi. Je vous le donne dans le mille. Ce Français, c'était Richard Gasquet. Cet Espagnol, c'était Rafael Nadal. Et il explique que Rafael Nadal s'est inspiré de cet échec monumental pour faire ce qu'il est arrivé à faire jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a waouh. En plus, je suis sportif, donc ça m'a assez marqué. Il parle aussi de plein d'autres cas. Des hommes politiques qui ont échoué, qui sont finalement devenus présidents de la République ou chefs de gouvernement après un certain nombre de tentatives et d'échecs. Et c'est un livre qui m'a beaucoup servi. Tout ça pour vous dire que derrière cet échec, moi, je me suis mis dans la position, c'est simple, donne du sourire et de l'énergie, on va te renvoyer ce sourire et cette énergie. Mets-toi en dépression, et puis tu vas attirer que la dépression, et puis c'est pas la peine de continuer à avancer. Et donc, j'ai toujours voulu dégager cette dynamique. Je suis d'un naturel optimiste, j'ai cette chance-là. Merci papa et maman. Et du coup, je me suis dit, et puis on m'a en même temps, à l'occasion d'une réunion, on m'a dit, la fin d'une chose entraîne toujours le début d'autre chose. Ok, alors, c'est des grandes phrases, hein, mais je trouve ça particulièrement parlant. Et du coup, ça m'a aidé à garder confiance en moi en me disant, ok, je me suis planté avec mon entreprise, j'ai souffert à la fois intellectuellement, psychologiquement et puis financièrement, mais mince, je vaux quelque chose. Je vaux quelque chose, reste à déterminer dans quel domaine j'ai envie de m'éclater maintenant et envie de rebondir. Et donc, là, je parle de accepter le changement. Ok, j'ai bien fait mes devoirs. Changer de posture, ne pas s'enfermer dans l'échec, mais se dire il y a un après, et puis on va y aller, on va taper dedans. Mobilisation, se faire accompagner. Alors, j'ai tout de suite décroché mon téléphone. Cabinet RH, une amie qui bosse en cabinet RH, qui m'a dit est-ce que tu connais Second Souffle? Non. Alors je suis allé voir Second Souffle. J'ai rencontré Christine, j'ai rencontré Salim, j'ai rencontré Dimitri, j'ai rencontré un certain nombre d'autres personnes qui, comme moi, étaient passées par l'échec en entreprise. J'ai retrouvé des potes, je ne savais pas qui s'étaient plantés. Et dont un qui avait 2 entreprises depuis 15 ans et qui, du jour au lendemain, a dû mettre la clé sous le paillasson, mais qui gardait cette même énergie.
Et à force de réunions avec Second Souffle, on m'a ouvert d'autres portes. J'ai appris l'existence de DispoCadre, qui est un dispositif gratuit d'accompagnement des cadres de Vauban-Humanis, qui est venu compléter l'accompagnement que j'ai eu, duquel j'ai profité avec Salim et avec Gonzague Marie-Thieffry à l'APEC. Et le tout m'a aidé à retracer mon parcours. Et on m'a fait écrire des dizaines et des dizaines de pages sur ce que j'ai fait. La première question qu'on m'avait posée, c'est: est-ce que vous avez été influencé par vos parents pour faire vos études? Est-ce que vous-même avez influencé vos enfants pour leurs études? C'est pas inintéressant comme question. Et puis, le parcours. Qu'est-ce que vous avez fait? Combien vous avez gagné à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez bien réalisé? Quels sont les échecs que vous avez vécus dans votre vie professionnelle, mais quelles sont surtout vos réussites? Et on va s'inspirer des réussites. Et comment on va refaire le CV? Pour éviter d'avoir un CV sur 2 pages qui gave tous les recruteurs, comment on va être synthétique, comment on va faire tout rentrer dans une seule page et que ce soit percutant, comment on va rédiger une lettre de motivation. J'ai fait des dizaines et des dizaines de recrutements dans ma carrière, ma première partie de carrière, ma modeste partie de carrière, mais j'ai fait des dizaines et des dizaines de recrutements de tout niveau, depuis les ouvriers jusqu'aux agents de maîtrise, les employés, les cadres, etc. Mais quand on passe de l'autre côté du bureau, je ne fais plus pareil. Comment je représente mon CV, comment j'en parle, comment je réussis à parler de mon plantage d'entreprise. Parce qu'en France, c'est pas bien vu. Sauf que. Et puis donc, de redéfinir mon projet professionnel, je l'ai fait. Qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire? Et il est ressorti que j'avais de nouveau envie de créer, c'est un truc qui m'anime. Et j'avais envie de rester sur la métropole lilloise, parce que des postes, je pouvais en trouver, mais je n'avais pas envie de me déplacer à Pétaouchnok. Je voulais rester proche de mes proches. Et puis je voulais accompagner, transmettre mes modestes savoirs en termes de posture, d'entretien, de recrutement, etc. Et il se trouve que il n'y a pas de hasard. Chez DispoCadre, je tombe sur une annonce. La Wild Code School recherchait son campus manager pour installer l'école à Lille, à côté, de préférence d'Aura Technologies. Et là, j'ai retrouvé les 3 piliers. C'est à Lille, c'est une création de toutes pièces. Mais je suis salarié. Je peux payer ma maison. Et je peux payer à bouffer. Donc je retrouve ce confort, ou en tout cas cette assurance qui me permet de dormir un peu mieux et d'avancer. Et puis une école de développeur web, je dois accompagner les élèves qui sont en reconversion, qui ont entre 18 et 50 ans et plus, vers l'emploi. Des gens qui ont, comme moi, été à un moment donné en échec, ou qui ont décidé de se reconvertir et prendre un virage à 360 degrés. Comment est-ce qu'on leur donne une posture de développeur web alors qu'ils étaient ambulanciers, ou qu'ils ont un doctorat de biologie mais ils ne savent pas quoi en faire parce qu'il n'y a pas de boulot là-dedans, etc., etc. Et du coup, je suis trop bavard. D'accord. Alors je termine en 30 secondes et demie. Ça marche. Ça marche. Promis. Donc, Marketing Niçois, j'ai dû refaire mon projet et j'ai dû réussir à en parler. Le pitch, l'elevator pitch, c'est vachement intéressant et vachement important. Le réseau, je l'ai bien évidemment réactionné. On m'a réappris à me vendre sur LinkedIn et ça a marché du tonnerre. C'est juste que j'ai eu la chance, moi, de tomber sur une chef d'entreprise qui est biélorusse d'origine. C'est elle qui a créé la Wild Code School et elle n'a pas du tout la même culture qu'en France. Elle a capitalisé sur mes expériences, elle a capitalisé sur mon échec en se disant, bon sang, il a osé, ok, il s'est planté, mais il a osé. C'est quelqu'un qui va être autonome, qui saura prendre des décisions. Et elle ne s'est pas dit, ça va être quelqu'un qui va être difficile à manager, ça va être quelqu'un qui va être trop autonome, etc., etc. Il faut aussi avoir la chance de tomber sur ce genre de personnes. Et je pense qu'il y en a de plus en plus à l'heure actuelle. Les mentalités changent, et heureusement. Et puis aujourd'hui, j'élargis mon horizon et je renvoie l'ascenseur, évidemment, puisque Second Souffle m'ayant accompagné, je viens volontiers témoigner de ma petite expérience. Merci Olivier. C'est bon? Timing ok? Merci. Donc du coup,
On voulait faire des questions-réponses, mais on va écourter un peu parce qu'on a pris du retard, enfin pas nous. Mais donc merci de votre écoute.